bienvenue dans cette nouvelle édition de Défense. Restez avec nous, dans un instant on parlera d'une des opérations les plus spectaculaires, les plus historiques de l'histoire d'Israël. Ça s'est passé en Syrie en septembre. Mais avant cela, Shani Guidalia, avec nous et avec vous, les détails de ce qui se passe actuellement à Gaza. Oui Mathias, on parle d'une intensification des combats, mais il y a aussi une intensification des attaques sur Israël. À minuit, cette nuit, comme l'année dernière, eh bien, le Hamas a tiré des roquettes sur Netivot. Et donc 2 roquettes qui ont été tirées depuis le centre de la bande de Gaza. À propos des roquettes, il faut parler de ce qui s'est passé à Rafah, puisque Tsahal a localisé et détruit une usine de fabrication d'armes et de roquettes à moyenne et longue portée, des roquettes qui étaient déjà prêtes à être tirées, et dans la même opération, plusieurs terroristes ont été éliminés. On sait que les soldats opèrent à Rafah depuis 7 ou 8 mois à peu près, mais on voit que les combats ne sont toujours pas terminés, ils s'intensifient. C'est exactement aussi ce que les États-Unis et la France ne voulaient pas que Tsahal découvre. Exactement, mais pourtant il y a plusieurs sites qui sont découverts, des terroristes qui sont éliminés chaque jour. D'ailleurs hier il y a des terroristes qui ont tiré depuis une mosquée dans la région de Rafah sur les soldats israéliens. Donc ça indique la découverte de ce site de production d'armes et de roquettes et les autres infrastructures. Ça indique que le Hamas tente de se réarmer et tente de reprendre le contrôle comme il l'avait fait dans le nord de la bande de Gaza. Et la boucle est bouclée, on voit sur ces images effectivement le chef du commando qui est rentré à Niroz. Exactement, il a été éliminé à Khan Younes, il opérait depuis la zone humanitaire de Khan Younes. Qui dit zone humanitaire dit aussi présence de civils, mais pourtant l'armée a précisé dans un communiqué que toutes les mesures avaient été prises avant de mener ce raid, avant de l'éliminer, pour éviter de nuire aux civils. Il s'appelle Abdel Ali Sabah, il était commandant de l'Anroba, responsable de la partie ouest de Khan Younes, et comme vous l'avez dit, il avait mené le massacre dans le kibbutz de Niroz. On attend le communiqué du Quai d'Orsay peut-être sur cette frappe. Justement, merci Shani et Guidalia. Alors je vais me tourner maintenant désormais, je vous l'avais dit en amont, cette opération spectaculaire présentée comme la plus historique de l'histoire d'Israël. Doron Avital, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien commandant de la Sayeret Matkal, des commandos de l'armée de terre. C'est la première fois qu'on est autorisé à en parler. Les détails de cette opération en septembre dernier, ça s'est passé grâce au Shaldag, c'est-à-dire l'unité d'élite de l'armée de l'air israélienne. Pourquoi Tsahal dit que c'est l'opération la plus spectaculaire? Qu'y a-t-il de spectaculaire dans cette opération? Tout d'abord, c'est quelque chose qui est très impressionnant. C'est en territoire ennemi, avec un séjour de 2 heures dans terrain ennemi, avec des structures qui sont souterraines. Il fallait collecter des hommes, collecter aussi du matériel. Il y a eu aussi un sauvetage très spectaculaire et agir en profondeur sur le territoire syrien. C'est une des grandes opérations que Tsahal a fait dans son histoire et qui sera inscrit dans l'histoire de l'unité Shaldag. Moi, j'étais au Sayeret Matkal, et Shaldag, c'est un dérivé, une unité qui est née de la Sayeret Matkal, et donc il y a aussi une coopération excellente avec l'armée de l'air. Il faut saluer véritablement cette opération. Alors, rappelons les détails quand même. C'est donc l'Iran qui met la main sur un des centres de production de missiles au cœur, dans le terrain, en profondeur du terrain syrien, qui construit des missiles de précision et des missiles longue portée pour les délivrer au Hezbollah. Et c'est exactement ce que sont allés chercher les soldats. Il faut combien de temps pour préparer une telle opération ? Ce type d'opération, en général, c'est quelques mois, mais je pense que là, on avait un peu moins de temps, uniquement quelques semaines, parce que c'est l'occasion qui s'est créée, vu l'évolution de la situation de manière générale au Proche-Orient depuis l'opération israélienne au Liban. Donc j'imagine que c'est plusieurs semaines, il faut faire des maquettes, il faut qu'il y ait des forces de sauvetage, il faut aussi faire approuver l'opération par le ministre de la Défense et le Premier ministre, et ils doivent voir comment les forces s'exercent pour
autorisés pour donner leur feu vert. Il faut aussi un feu vert du chef des renseignements, obtenir tous les renseignements et en fin de compte aussi avoir l'enveloppe aérienne. En 2 heures sur le terrain, vous en avez fait des dizaines, des opérations peut-être pas aussi spectaculaires que celle-ci, mais en terrain ennemi, notamment au Liban, Doron Avital. Essayez de traduire dans des mots simples ce qui se passe dans la tête et dans le casque de ces soldats au moment de l'opération. Tout d'abord, il faut distinguer des opérations qui sont complètement secrètes, c'est-à-dire quand l'ennemi ne sait pas qu'il y avait une présence israélienne sur le terrain. Là, dans le cas de Shaldag, c'est quelque chose qui a fait du bruit. Donc, il y a 2 phases. D'abord, l'ennemi ne sait pas qu'il va y avoir des forces terrestres, mais à partir du moment où le premier soldat atterrit sur le terrain, eh bien, le temps est très limité. Alors, 2h30, c'est énormément de temps. En général, des opérations que j'ai pu commander durent quelques minutes. Donc, en 2h30, l'ennemi a le temps de s'organiser. Il faut faire en sorte que les renforts de l'ennemi n'arrivent pas. Et il y a une très bonne planification des commandants, beaucoup de courage des combattants et aussi la maîtrise de technologie. Par exemple, savoir chercher des choses dans un ordinateur, il faut savoir ce qu'on cherche. Donc, au-delà de l'aspect du combat, il y a aussi l'aspect technologique qui a dû être mis en œuvre pendant ces 2h30. La question qui me vient à l'idée, c'est est-ce que les Iraniens ont pris une claque ? Oui, évidemment. Chacune de ces capacités est très importante. Et ce qui est important aussi, c'est la précision de ces opérations. C'est-à-dire, ça n'est pas juste une bombe d'une tonne qui s'abat sur l'ennemi. Lorsque l'ennemi voit une force qui n'hésite pas à entrer sur le terrain et de faire une opération aussi propre, cela crée de la peur et de la dissuasion chez l'ennemi. Donc, ce sont des opérations qui sont très importantes. C'est évidemment une claque. Cela démontre nos capacités. Il est important que les Israéliens et pas seulement les Iraniens sachent tout ce qui est nécessaire pour obtenir un tel résultat. Ça n'est absolument pas quelque chose de facile. Il y a des entraînements, il y a des préparatifs, il faut du courage, il faut de la planification. Donc il y a énormément cela s'appuie aussi sur une longue expérience. Et donc cette opération de Shaldag entrera dans l'histoire des opérations de Tzahal. Alors l'histoire qui est en train de se dérouler, c'est aussi à Gaza. Les combats s'intensifient, Tzahal progresse, Jabalia est peut-être enfin sur le point de tomber, mais on va où ? Alors ça, c'est un autre sujet. Alors que la bataille dans le nord, y compris le Liban, les beepers, l'élimination de Nasrallah, il y avait des cibles très précises. On a dit exactement qu'on voulait le retrait du Hezbollah au nord du Litanie. On a dit qu'on ne voulait pas s'en prendre aux infrastructures libanaises. Donc cela a été géré de manière très intelligemment et l'effet domino a été que la Syrie est tombée aux organisations qui s'opposent à l'Iran. Et ce qui manque dans la bande de Gaza, c'est un objectif défini. On voit qu'on a face à nous une guérilla et qu'on avance assez peu. On a la question des otages qui nous fait tous souffrir. On a aussi cette guérilla qui fait des morts dans les rangs de Tsahal. Et aussi, il faut admettre que notre image dans le monde, quand il y a des victimes civiles, cela ne nous aide pas. Donc il faut réfléchir à des objectifs très précis à ce stade. Le plus important à l'heure actuelle, c'est la question des otages. Et ensuite, réfléchir au jour d'après, qui va prendre le contrôle de la bande de Gaza à la place du Hamas. Justement, Doron Avital, ça sera peut-être ma dernière question en fonction du temps. L'Égypte dit aujourd'hui, Mahmoud Abbas ne veut pas, visiblement, ne voudrait pas gérer conjointement avec le Hamas l'après-guerre. Et dit finalement donc qu'il n'y a que le Hamas qui peut le faire. C'est une plaisanterie ou c'est une plaisanterie ? Je pense que cela montre que nous n'avons pas pleinement participé à la planification de ce jour d'après. Nous sommes hésitants.
à cause peut-être de questions politiques, mais il faut réfléchir profondément à ce jour d'après. Et lorsque j'entends Doudi Amsalem, le ministre, qui dit qu'il faut mettre en place quelque chose de similaire aux zones ABC qu'on a en Judée et Samarie, cela signifie que si nous, on le veut ou pas, eh bien l'interlocuteur, cela doit absolument être l'autorité palestinienne. On voit la manière dont l'autorité palestinienne récemment a coopéré avec Israël à Jenin, et donc il faut réfléchir comment est-ce qu'on peut remplacer le Hamas, peut-être avec une direction plus jeune, mais les pays arabes, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats n'investiront pas le moindre centime dans la bande de Gaza si c'est encore le Hamas qui est au pouvoir. Et l'alternative, c'est une conquête de la bande de Gaza, une occupation, une responsabilité pleine et complète de la part d'Israël. Et ça n'est pas ce qu'Israël veut faire. Et donc, il faut prendre au sérieux la deuxième option, l'autre option. Merci beaucoup, Doron Avital, d'avoir été avec nous. On remercie également l'interprétation de vos propos par Michael Val. Merci à vous. Bonne journée. Bonne soirée. En attendant, il y a aussi l'autre actualité, c'est le Front Nord avec vous, Chani Guidalia. Il y a eu une opération, encore une fois, Tsahal opère toujours au Liban. Oui, Mathias. Déjà, depuis 35 jours, on est en plein cessez-le-feu. Mais pourtant, Tsahal continue d'opérer. L'armée israélienne qui continue de cibler les stocks d'armes du Hezbollah, tout en retirant progressivement ses forces pour permettre à la FINUL et à l'armée libanaise de se placer au sud du Litani. Sauf que la question qui préoccupe toujours les Israéliens, c'est qu'est-ce qui va se passer à la fin de ce cessez-le-feu. Voilà. Donc au 61e jour, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le chef adjoint du conseil politique du Hezbollah qui s'appelle Mahmoud Kamati qui a fait une déclaration qui dit que le 61e jour sera un jour nouveau et la situation va changer. Il a affirmé que le stock des missiles du Hezbollah et toutes les capacités restent intactes. En attendant, Tsahal continue d'opérer et pourtant les menaces ne disparaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des membres du Hezbollah qui ont été vus en train de transférer des armes depuis un entrepôt au sud-Liban vers un véhicule. Évidemment, l'entrepôt et le véhicule ont été ciblés. Et dans la région de Wadi Salouki, qui est aussi au sud-Liban, les soldats ont localisé un bâtiment avec un stock, un entrepôt avec un stock d'armes important, des lance-roquettes, des missiles, des explosifs. Et lors d'un autre raid sur des bâtiments voisins, eh bien, les soldats ont localisé, encore une fois, des lance-roquettes, des engins explosifs, des dizaines de kalachnikovs, du matériel de combat et l'entrepôt a été détruit. Merci, Chani. Alors, on va justement poser la question à Michel Fayad, géopolitologue et géostratège franco-libanais. Bonjour, Michel. Bonsoir, Michel Fayad, de répondre à nos questions. La France a envoyé au Liban son ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et visiblement sans pour autant prononcer encore une fois les mots de Hezbollah, comme si la France continuait finalement à marcher sur des œufs, alors que le Hezbollah continue de menacer. Oui, et en fait, aujourd'hui, le ministre est parti voir les soldats français de la FINUL. Et effectivement, il est toujours dans la même lignée de la politique qui prévalait jusque-là, comme si presque rien n'avait été fait, en fait. Et vous savez aussi que le principal interlocuteur d'Emmanuel Macron et des gouvernements et des ministres successifs, ainsi que de M. Le Drian, était aux côtés Hezbollah, Mohamed Rad, qui est le chef du bloc parlementaire du Hezbollah. Et il est désormais le secrétaire général adjoint du Hezbollah, donc il a été promu. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on appelle l'aile politique, l'aile militaire. Tout ça, c'est une fumesterie, c'est-à-dire que c'est un seul et même groupe. Et ils sont tous les deux confondus. Donc, il n'y a pas de réelle différence. Et voilà la preuve. Mais comme si la France, finalement, avait oublié que c'est le Hezbollah qui a lancé les hostilités le 8 octobre, comme si la France avait oublié que le Hezbollah avait construit par exemple des lance-roquettes au pied, au nez et à la barbe de la FINUL. J'étais au Liban, je les ai vus. Finalement, ça ne sert à rien. Honnêtement, il n'y a pas que les chrétiens, il y a également au sein même de la communauté chiite des voix qui commencent à s'élever contre le Hezbollah, qui critiquent le Hezbollah. Donc, on voit maintenant énormément de personnalités chiites sur les différentes chaînes de télévision libanaises qui osent pour la première fois
critiqué les choix du Hezbollah, critiqué la politique du Hezbollah, l'allégeance envers l'Iran, la mise en danger de tout le Liban pour soi-disant être en solidarité avec les Palestiniens. Je rappelle quand même que c'est à cause des Palestiniens que la guerre du Liban a commencé en 1975 et même un peu avant. Donc aujourd'hui, il y a des voix chiites. Je vais vous en citer par exemple le général Hicham Jaber, qui est marié avec la fille du président, l'ancien président du Parlement Hussein Husseini, ouvertement parle à la télévision contre le Hezbollah. Donc, bien sûr, il y a des limites par rapport à ce discours-là, mais quand même, il ose aujourd'hui le critiquer ouvertement. Maintenant, je pense que la France, de son côté, elle a envie, si vous voulez, de peser pour l'élection présidentielle qui est prévue le 9 janvier. Le président de la République au Liban est élu par les députés. Et donc, la France sait que quand même le Hezbollah et son allié Hamal pèsent. Ils ont quasiment une trentaine de députés. Et donc, la France pense que en ménageant un peu le Hezbollah, eh bien, elle pourra peut-être parvenir à faire passer tel ou tel candidat. On sait que le président Emmanuel Macron a quelques idées de candidats en tête, notamment l'ancien PDG d'HSBC, donc Samir Assaf, mais il y a également d'autres noms qui circulent. Ménager donc le Hezbollah, en dépit du fait que c'est le Hezbollah qui a causé la plupart de ces dégâts au Liban. Ce qui m'amène à la question finalement. On ne peut pas espérer que le Liban redevienne la petite Suisse du Proche-Orient malgré l'affaiblissement du Hezbollah? En fait, si vous voulez, malheureusement, ce qui s'est passé me rappelle ce qui s'est passé en 82. C'est-à-dire que quand Israël a fait son opération Paix en Galilée en 82, Israël s'est arrêté au niveau de Beyrouth, alors que les forces libanaises lui disaient à Israël de poursuivre jusqu'au nord et dans la Bekaa, c'est-à-dire vraiment libérer tout le Liban, des Palestiniens et des Syriens. Et malheureusement, eh bien, il y a eu énormément de pression en Israël contre le gouvernement Begin et le gouvernement et Sharon, et notamment il y a eu l'exploitation de ce qui s'était passé à Sabra et Shatila pour en fait empêcher qu'Israël aille au-delà de la limite de Beyrouth, et notamment les pressions américaines contre Israël. Et aujourd'hui, il y a également eu des pressions de la part des Américains pour empêcher Israël de poursuivre l'opération, parce que aujourd'hui, Israël considère que 70% de l'équipement, du matériel militaire du Hezbollah a été détruit, mais 70%, c'est pas 100%. Et donc, aujourd'hui, le Hezbollah, c'est vrai qu'il est très affaibli, et notamment avec la chute d'Assad, donc les armes ne peuvent plus rentrer du côté de la frontière syro-libanaise, mais il n'empêche, il y a encore des miliciens du Hezbollah armés, il y a encore des équipements et des matériaux en fait militaires, je veux dire, qui sont entre les mains du Hezbollah, des armes lourdes, et donc le Hezbollah continue à être en fait une menace, un peu comme les Palestiniens et l'armée syrienne étaient restés une menace au Liban après donc l'opération Paix en Galilée en 82. Donc, ce qui est vraiment en fait problématique, c'est justement que une grande partie du problème a été, disons, détruit, mais pas l'entièreté. Et de là peut se reconstituer à nouveau un problème. Par contre, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un changement qui est en train de se produire au niveau des organisations palestiniennes au Liban. Le FPLP-CG, qui est donc le groupe d'Ahmad Jibril, eh bien, a remis ses armes lourdes à l'armée libanaise. Et donc l'armée libanaise est en train de mettre la main sur pas mal de dépôts d'armes lourdes des organisations palestiniennes. Et ça, c'est quand même une nouveauté. Je rappelle quand même que le Parlement libanais avait voté pour le désarmement des Palestiniens en 1987. Et on est en 2025 quasiment. Effectivement, restez avec nous, Michel Fayad. Dans un instant, je reviens vers vous. Et puisque l'actualité, vous parliez de la chute de Bachar al-Assad, la nouveauté, c'est aussi que des djihadistes étrangers pourraient venir prêter main forte à Tahrir al-Sham pour intégrer l'armée syrienne. Vous avez bien entendu. Un sujet et on en parle juste après.
Des djihadistes étrangers sont promus à des grades d'officiers dans la nouvelle armée régulière syrienne. L'Observatoire syrien des droits de l'homme a identifié un Albanais, un Jordanien, un Tadjik, un Ouïghour du Turkestan et aussi un Turc issu de HTS. L'ancien chef de HTS, justement, et nouveau leader de la Syrie, Ahmad al-Shara, était connu sous le nom d'Abu Mohammad al-Jolani, son nom de guerre. Désormais, il veut asseoir son pouvoir. Il a publié dimanche la liste d'hommes qui vont diriger l'armée. Pour créer un pouvoir stable, le nouvel homme fort de Damas promeut des djihadistes, des insurgés et d'anciens officiers de l'armée régulière. Afin de rapidement donner de la stabilité à son pouvoir et de transformer sa coalition de groupes djihadistes et d'insurgés en une armée régulière reconnue, la semaine dernière, il a convaincu les différents groupes rebelles de se dissoudre pour intégrer le ministère syrien de l'Intérieur. Ahmad al-Shara peaufine son image à l'international. Il a assuré aux dirigeants américains occidentaux que lui et le HTS étaient désormais plus modérés. Il a également lancé un appel pour que les sanctions imposées à la Syrie sous le régime de Bachar el-Assad soient annulées. Lors de la visite de diplomates américains la semaine dernière, ces derniers ont annoncé au nouveau leader syrien que la prime de 10 millions de dollars sur sa tête avait été annulée. Ils ont également fait part d'inquiétudes pour les minorités qui composent la Syrie. Des vidéos de violence contre la minorité alaouite circulent sur les réseaux sociaux, ce qui provoque de l'inquiétude dans les communautés druzes et kurdes. Les alaouites représentent 10% de la population et le clan Assad en provient. Le pouvoir syrien a pour le moment convaincu le département d'État qu'il respecterait les minorités, les libertés fondamentales et le droit des femmes. Damas a également annoncé que la rédaction d'une nouvelle constitution prendra 3 ans et que les prochaines élections ne seraient tenues que dans 4 ans. Vous êtes toujours avec nous, Michel Fayad. On a bien compris, c'est un tournant majeur, tournant historique pour certains, la chute de Bachar el-Assad. Quelle est véritablement l'influence de cette chute en territoire libanais ou dans les relations entre le Liban et la Syrie? Non, il y a certainement un impact sur le Liban, parce que vous savez, Israël n'est pas rentré uniquement dans la zone tampon qui sépare le Golan israélien disons, à la province, ce qui reste de la province syrienne de Quneitra, mais Israël a également s'est emparé du mont Hermon et du sud de la frontière syro-libanaise, par-delà justement où passaient les camions d'armes et les diverses livraisons d'armes et également le trafic, la contrebande entre le Hezbollah, côté libanais et syrien. Et donc, effectivement, c'est un gros coup contre le Hezbollah. Maintenant, la question va être également ce qui va se passer avec Jolani en Syrie, puisque Jolani, aujourd'hui, essaye de montrer qu'il est quelqu'un de modéré, mais tout ça ne va pas durer très longtemps parce qu'il a une idéologie qui est quand même extrémiste, djihadiste, et il ne faut pas s'en leurrer. Et donc, il est une véritable menace pour le Liban et pour Israël. Parce que je rappelle que pour le Liban, il y a toujours ce qu'on appelle le traité de fraternité, de coordination et de coopération entre le Liban et la Syrie qui avait été imposé au Liban au moment de l'occupation syrienne du Liban, qui est toujours en place. Et donc, il peut aujourd'hui utiliser ce traité pour rentrer au Liban sous prétexte d'assurer la sécurité pour la Syrie. Ça serait catastrophique pour le Liban. Et puis vis-à-vis d'Israël, je l'ai déjà dit sur votre antenne, mais vous savez, l'organisation de Jolani s'appelle Hayat Tahrir el-Sham. Et Sham, ce n'est pas la Syrie, parce que sinon en arabe, Syrie, c'est Souria. Sham, c'est ce qui désigne ce territoire qui dépasse la Syrie, qui couvre le Liban, Israël, la Jordanie, les territoires palestiniens et même Chypre. Merci infiniment d'avoir été si précis, Michel Fayad, et d'avoir répondu à nos questions. Alors, Chani Guidalia, pour terminer, parce que c'est l'information bien évidemment de la journée et de la soirée, on savait que c'était Israël qui avait frappé, qui avait opéré Amsayaf en profondeur du territoire syrien, mais on a les détails et c'est quand même important de les rappeler pour que tout le monde ait en tête cette opération spectaculaire. Oui, déjà il faut savoir que cette opération, elle a reçu le nom de Deep Layer en anglais, qui veut dire une couche profonde. Ce qui veut dire que, en fait, l'usine de production, c'était une usine de production de missiles de précision qui a été construite plus ou moins par l'Iran avec la coopération du Hezbollah. Et de la Syrie, bien évidemment. Et de la Syrie, évidemment. En réalité, en Iran, ils ont
Ils ont compris que Israël s'efforce de contrecarrer les transferts d'armes de l'Iran vers le Liban et ils ont donc décidé de placer directement les armes et les missiles de précision en Syrie. Maintenant, comment ça s'est passé? L'armée de l'air a déjà mené plusieurs frappes dans la zone, plus ou moins pour faire diversion. En parallèle, il y a les combattants de l'unité Shaldag, l'unité d'élite de l'armée de l'air, avec l'unité Sheisha 669, aussi de l'armée de l'air, qui sont descendus pour pouvoir attaquer cette usine, mais depuis l'intérieur. Et donc, on connaît désormais cette opération, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés, ils ont éliminé les gardes de sécurité et ils ont piégé tout simplement les lieux. Exactement. Ils ont donc mené cette opération et ils ont recueilli des renseignements et ils sont repartis. Et l'ensemble de l'opération a duré 2 heures. Elle a été planifiée pendant plusieurs semaines, peut-être pendant plusieurs mois, mais ça, on le saura plus tard. Merci, Chani Guidalia. C'est ce qui nous amène donc à dire que cette opération est peut-être sans doute la plus spectaculaire de l'histoire des opérations spéciales israéliennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur i24 News.